Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle, où, comme très régulièrement, nous recevons une immense championne, aujourd'hui de natation, mais pas que. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors, Ludivine Blanc, tu as 30 ans depuis hier. Oui, depuis hier, oui. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, j'essaie de me le dire, oui. Quand je vois tes 4 médailles ici qui sont issues de victoires au dernier Les championnats du monde. championnat du monde, je me dis que tu as 30 ans et que tu as bien bossé. Oui, c'est pas les seuls 4 que j'ai, j'en ai 9 en tout, donc on va dire que j'ai Oui, bien mais ça, bossé c'est les depuis. dernières. Ça, c'est les plus récentes, ouais, elles ont 2 semaines, donc ça va. Alors, tu connais bien, nous sommes en banlieue parisienne, tu connais bien Boulogne-Billancourt, où nous sommes, puisque tu es né ici, tu as grandi là. Exactement, j'ai grandi là, j'ai passé mon bac ici, j'ai tout fait ici. Parfait. Depuis, tu es où? Depuis, là, j'habite à Montpellier, Tu as découvert la natation à Boulogne-Billancourt, c'est ça, à la CBB. c'est ça. Tu avais quel âge? Comment? Quoi? Qui t'y a amené? Alors pour l'âge, j'ai plus trop de mémoire, mais je pense que c'est à peu près à partir de 5 ans. Mes parents sont anciens nageurs, donc du coup, ils m'ont amené à... Bon niveau? Excellent niveau. Les deux. Et du coup, j'ai une grande sœur aussi, donc ils nous ont appris à nager pour qu'on puisse aller jouer dans la mer, toute seule, tranquillement. Et petit à petit, on a décidé de continuer à nager avec ma sœur parce qu'on aimait bien ça. Et rapidement, on a accroché? Ma sœur a très accroché et moi j'ai suivi ma sœur et j'ai vraiment adoré. Mais la meilleure partie, c'était le moment où on me criait dessus, je mettais la tête sous l'eau pour plus entendre les cris des autres. Donc ouais, j'ai vraiment accroché avec l'eau et avec la partie natation. Mais pourquoi on te criait dessus? Parce que je faisais un peu des bêtises et j'écoutais pas trop ce qui se passait et ce qu'il fallait faire. Tu as vu ta réaction? Tu as baissé la tête, tu as regardé tes mains. Ouais, j'étais jeune, hein, mais non, c'était... Je faisais un peu ce que je voulais. Dans l'eau, je faisais ce que je voulais et obéir aux ordres de faire tu fais 3 longueurs sur le ventre et compagnie, ça m'embêtait un peu. Donc, puis j'aimais bien aller plus vite que les autres. Alors du coup, je m'ennuyais et c'était Parce sympa. que tu allais plus vite que les autres déjà? Quand j'étais petite, ouais, déjà, ça commençait. J'aimais bien arriver plus vite. Puis la sensation de glisse était plus agréable, sauf que la sensation de glisse, je l'avais quand je nageais vite et pas quand j'allais doucement. Donc ouais, j'aimais bien me précipiter et faire les choses bien. Tes premiers titres, tu t'en souviens? De championne de France en natation? Ouais, par exemple. Ce qui n'est pas rien. Hein. Alors, tu peux me dire, non, ma première victoire... Alors, on va commencer autrement. La première victoire dont tu te souviens qui t'a... Waouh! C'est peut-être un titre de championne de France, mais c'est peut-être bien avant. La première fois que j'ai fait un podium au championnat de France, c'était quand j'étais avec l'ACBB. C'était un relais, il y avait ma sœur avec moi dans le relais et 2 amis avec moi. Vous aviez quel âge? Moi, j'avais, je sais plus, 16 ans, comme ça, 17 ans. Et ce podium, raconte? Et c'était inespéré parce qu'on n'était pas du tout prévu sur le podium. Finalement, on a bien nagé, on était dans les premières séries en plus, donc vraiment pas calculé. Et ma sœur était en train de regarder les résultats, elle se disait que c'était peut-être possible de faire un podium, alors que moi j'étais complètement ailleurs en train de fêter ça avec ma copine. Et finalement, elle nous annonce qu'on a fait un podium et qu'on est 3e. Donc il faut qu'on monte sur le podium et c'était improbable. Vraiment, c'était improbable. Et en plus, c'était avec ma sœur, donc c'est forcément mieux. Donc c'était magique aussi? Ouais, c'était magique. Et tes premiers titres de championne de France individuelle? Individuel en natation en eau glacée, du coup? Parce qu'en natation, non. En natation, On verra ça après. Hein. Oui, parce qu'il y a plein de choses. Hein. en Il y a du sauvetage, il y a de l'eau glacée, il y a tout ce que vous voulez. En natation course, les premiers, c'était vraiment aux universitaires. Championnat de France universitaire et le vrai souvenir que j'ai en tout cas c'était la fois où j'ai fait le record de France universitaire. Improbable, encore une fois, le matin je fais la série, je suis à fond, je suis explosée et je me dis que j'arriverai jamais à gagner la finale. Et, c'est quoi la distance et au 100 mètres. Pardon? 100 mètres nage libre. Ok. Et je me dis jamais je pourrais. Oui, j'étais vraiment épuisée, vraiment, puis j'ai fini. Grand bassin? Non, petit bassin. Ok. Et finalement, l'après-midi, je me suis même pas échauffée, j'ai fait même pas 50 mètres d'échauffe, et puis je suis sortie de l'eau et je me suis dit, profite. Et finalement, j'en ai profité, et ça s'est bien passé, parce que record de France après, j'ai explosé mon temps, mon meilleur temps. Et c'était vraiment, encore une fois, improbable, et je sors de l'eau, je comprends même pas que c'est moi. Et c'est les filles qui sont dans la ligne à côté de moi qui m'expliquent que, oui, le premier temps, c'est le mien. J'étais en train de chercher dans l'eau, savoir qui c'est qui avait fait ce temps-là, parce que pour moi, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, j'ai mis bien 5 minutes à réaliser que c'était le mien, quoi. C'est ouf, ça. Comment t'expliques que tu arrives à performer comme ça, sans t'en rendre compte? Parce que c'est pas anodin, hein, même si c'est un titre de champion de France universitaire. Ah ouais, non, alors le côté un peu, je pense pas être capable fait une grosse partie du boulot. Et le côté, là à ce moment-là, j'étais blessée en plus, j'avais pas nagé pendant 2 semaines.
parce que j'avais un problème à l'épaule et pour moi, c'était pas réalisable ni faisable. Enfin, le temps était improbable, quoi. C'était à 2 secondes de mon meilleur temps, c'était pas possible. Et ça se fait, donc après, il faut assumer derrière, quoi. Pourtant, dans la vie, t'es pas comme ça. Ah non, dans la vie, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, niveau professionnel, personnel et tout. Mais côté sportif, j'ai tendance à me sous-estimer un peu, comme là encore. Encore là ? Ah bah au championnat du monde, je pensais pas aller rapporter 4 médailles d'or. C'est fou ça. Je travaille dessus, je bosse dessus, mais c'est pas encore, c'est pas parfait encore. Alors, tu vas quitter Boulogne à l'ACBB à quel âge ? Je vais partir à Malakoff avant. Ouais. J'habite toujours à Boulogne, je fais toujours mes études à Boulogne, mais je change, je vais à Malakoff et après, à mes 18 ans, je vais à Marseille. Ouais. Je vais nager au cercle de CNM. nageurs. Ouais, c'est ça. Là où les plus grands noms sont passés, ou quelques-uns des plus grands noms, hein, Manodou, Bernard Bousquet, Fabien Gillot, Camille Lacour et ainsi de suite. Oui. Tu les voyais ? Bah oui. Et tu as regardé comment ? C'était des grands, c'était les meilleurs, en plus à cette époque. Au monde, hein ? Ah bah oui, il y avait les meilleurs au monde, des médaillés olympiques qui étaient à côté. Et alors, pardon, je rebondis par rapport à ce que tu disais, tu te sentais toute petite à côté du coup ? bah, au début, oui. Au début, c'est des nageurs qui sont hyper impressionnants. Puis on voit aussi le travail qu'il y a derrière. On voit le travail, l'étape entre faire les championnats et gagner les championnats. Et en plus, après gagner les championnats, faire des médailles internationales. Et donc, ils m'ont un peu montré ce chemin. Ils m'ont montré qu'il fallait vraiment travailler. Et puis, ils m'ont aussi montré qu'on est humain aussi avant tout. Et que finalement, c'est accessible de performer à tout le monde. C'est pas... Les meilleurs ont quelque chose qui est un peu différent, mais... On est tous humains, quoi. Tu restes à Marseille combien de temps ? 3 ans. Tu pars à Montpellier ensuite ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je dois changer de club et puis je fais pas mes études à Marseille, donc j'aimerais bien faire des études aussi. Je gagne pas ma vie en nageant, donc il y a un moment donné, il faut que je trouve une solution et la meilleure solution, c'était d'arriver à Montpellier. Tu arrives à conjuguer les deux ou tu décroches un peu ? Ah non, je fais les deux. Le record de France universitaire, c'est quand j'étais à Montpellier. Ouais. Donc j'ai eu ma licence, j'étais major de promo en psycho à ce moment-là. J'étais en STAPS, mais donc la partie psycho, j'étais major de promo et record de France universitaire. Et c'est difficile, mais j'avais des horaires de natte qui me permettaient de nager à 6h. Du matin ? Ouais. Donc j'avais nagé à 6h, entre 6h et 7h30, et à 8h j'étais en cours. Et j'arrivais du coup à conjuguer un peu les deux. C'était pas facile non plus. Et tu en nageais une deuxième fois l'après-midi ? Le soir, soit j'allais en muscu, soit je nageais, soit ça dépend si j'avais des cours vraiment obligatoires, je restais en cours, mais... Il y a un moment où tu te dis, et tu te souviens de ce moment-là où tu te dis, bon, ok, j'ai une tête bien remplie, est-ce que je dois sacrifier l'un pour l'autre parce qu'on ne peut pas être champion olympique de natation ? J'imagine, peut-être que je me trompe, hein, mais en faisant des études toute la journée aussi, parce que la natation, ça vous pompe tellement d'énergie, c'était à ce moment-là déjà. Hein. À ce moment-là, il y avait des moments... Enfin, après, ce truc, je l'ai déjà depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite au lycée, mes parents m'ont appris à travailler, à faire mes études. Et en même temps, si j'étais qualifiée au championnat, on faisait en sorte, si j'avais vraiment envie d'y aller, soit d'aller au championnat et de revenir du coup parce que j'avais des examens ou des choses à faire. Et après repartir au championnat, c'est vraiment pas du tout le genre de choses qu'il faut faire, de changer, de repartir. Soit je faisais forfait au championnat, j'y allais pas. Et j'ai appris depuis que je suis petite, donc merci les parents, j'ai appris à faire des choix. À prioriser. Ouais. Il y a des périodes où je sais que je vais plus m'entraîner que d'autres, des périodes où je vais plus bosser que d'autres, et c'est moi qui décide. Alors, c'est pas forcément les meilleurs choix des moments, hein. Avec le recul, j'arrive à m'en rendre compte, mais j'apprends petit à petit à décider quand est-ce qu'il faut que je m'entraîne, et comment il faut que je m'entraîne, et quand est-ce qu'il faut que je travaille vraiment, quoi. Donc ça s'apprend. Et il y a un moment où tu te dis, la natation, bon... J'ai vu les plus grands, j'irai pas là. Oui, ça m'est arrivé, oui. Ça m'arrive encore, aujourd'hui. C'est encore un truc aussi sur lequel je travaille. C'est douloureux ? Quand on voit certaines personnes pas forcément bien vivre leur réussite, ou en tout cas... Des exemples ? Je vais pas citer de nom, ils savent, ils sauront. Mais je vois en interne, en fait, il y a un truc entre ce qu'on voit avec les médias et ce qu'on voit en interne, et surtout les retombées sur la famille et compagnie. C'est assez compliqué. Là, je fais un sport qui n'est pas trop connu, et même là, j'ai déjà des retombées un peu à gérer quand même. La natation en eau glacée. Ouais. Et il y a des choses... c'est un petit sport, c'est un peu inconnu encore. Et, celui-ci ? Ouais, celui-ci. Donc la natation, je sais que ça m'a bloqué pendant une période.
et que je me sabotais un peu pendant les compètes parce que j'avais pas trop envie d'avoir toute la retombée. J'imaginais un truc un peu atroce, vraiment, avec du coup la pression médiatique, la pression du résultat, la pression qu'on mettait. Je comprends, mais j'ai une question, et toi surtout, mais moi aussi, on connaît beaucoup de nageurs et de nageuses, et c'est une discipline qui est tellement, 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 tellement difficile. Ouais. Nager 10, 20, 30 bornes, 40 bornes par semaine. Ouais. Commencer à 6 du mat, parce que toi tu le faisais pour aménager, mais tu vas travailler chez Philippe, Lucas ou à d'autres, c'est pareil. Ouais. Est-ce qu'on y arrive? Et on a vu les plus grands noms exploser en vol de la natation. Est-ce que c'est une discipline où on peut s'épanouir, sachant qu'on passe 5 heures par jour, la tête dans l'eau, à se faire pourrir et à regarder des lignes et des carreaux au fond du... Est-ce qu'on peut? Bah oui, forcément, sinon il n'y aurait pas de nageurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas finalement normal qu'à un moment, waouh, foutez-moi ça dehors? Je pense qu'on a tous ce moment-là. Là, on parle de natation, mais dans tous les sports, il y a forcément, même dans les milieux professionnels, il y a un moment mais la natation, c'est beaucoup plus dur que le reste. La natation, c'est très compliqué, mais encore une fois, dans tous les milieux, dans tous les environnements, il y a forcément un moment donné... Oui, mais tu fais du vélo, tu vois des paysages. Tu fais un sport co, tu as des potes. Là, c'est toi, ton bonnet, tes lunettes. Alors, il y a du relais de temps en temps. On a des potes aussi en natation. Oui, bien sûr. Mais au moment de la course, il n'y a plus que toi. Oui, mais c'est pas des épreuves qui durent, à part le 25 km, et encore, ça a été arrêté, ça, maintenant, mais les épreuves ne durent pas des heures en bassin. Donc, il y a la partie entraînement, ok, pendant 2 heures, on est hyper concentré, ok, mais sauf qu'on parle au moment entre les pauses pendant les séries, et puis on parle avant et après les entraînements. Sauf que, pardon, permets-moi de te poser brutalement cette question, mais un titre de champion de France, on s'en fout, quoi, presque. C'est ça qui est dur, moi, je trouve. C'est que si t'es pas champion olympique ou champion du monde, bah ouais, t'es là, quoi. Bon, ouais, ça, c'est les médias. Entre nous, on sait. On sait même les finalistes. Oui, mais est-ce que c'est pas la vérité? Oui, mais est-ce que cette pression médiatique, et pardon, hein, c'est moi qui te pose la question, mais est-ce qu'elle n'est pas hyper violente, quoi? Parce que déjà, des JO, il y en a tous les 4 ans. T'es champion olympique, ça change ta vie. Mais enfin, t'es pas qualif pour la finale, qui? Ça change pas forcément ta vie, parce que là, ça change. Là, j'ai l'exemple de Léon, donc lui, ça lui a changé sa vie et tout, mais c'est super. Mais il n'y a pas eu que Léon aussi. Enfin, il y a eu d'autres perfs. Il n'y a pas qu'un seul nageur français qui a quand même performé. Et on ne parle pas forcément des autres. Donc, c'est même pas forcément c'est ça, justement, en fonction de la médaille. C'est ça que je veux te dire. Bah, c'est le sport, quoi. C'est la vie, en fait. C'est la natation. Alors, il y a plein de sports comme ça, mais c'est la natation. Là, j'ai un exemple en judo aussi. On connaît Teddy Riner, mais les autres judokas, est-ce qu'ils sont autant connus que lui? Non, oui, enfin, voilà. Ça dépend. Il y a des têtes d'affiche, et puis après, il y a le reste. Oui, mais je pense que le quotidien d'un judoka, et je sais que c'est beaucoup de travail, hein, mais c'est moins... Je demande validation. Je vais faire exprès de ne pas employer le mot pire. C'est moins pire ou moins dur que la natation. J'ai fait un peu de judo quand j'étais toute petite, alors j'ai plus de souvenirs. Mais tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous là dans un gojo. Ils sont pleins. Bon, tu me mets dans une piscine aussi, mais enfin bon. La natation est ingrat. Enfin, c'est un sport ingrat. Ok. Vrai. Finalement, à un moment, tu bascules. Tu vas faire évoluer. Faire le sauvetage sportif. Faire le sauvetage sportif. Pourquoi? Parce que... T'assures, c'est pas un reproche, hein? Oh non, mais parce qu'en fait, justement, c'était un moment où j'avais l'impression de faire le tour de la natation. C'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là, et j'ai trouvé un entraîneur qui... Pardon, le tour, c'est quoi? C'est je serai jamais championne olympique, il y a ça qui est sympa? J'ai jamais voulu être championne olympique. Ok. Déjà. J'ai jamais... En fait, ça me faisait pas rêver parce que j'avais tout le autour que je voyais qui me faisait pas rêver. Mais, donc, comment tu arrives au sauvetage? On me parle de sauvetage sportif et on me propose un autre sport avec d'autres conditions d'entraînement, d'autres horaires qui du coup me convenaient mieux pour mes études. Et on me montre du matériel à utiliser. Et mon point fort dans l'eau, c'est de m'adapter. Je suis capable de m'adapter à tout. Et on me met un mannequin, donc les trucs de 80 kg dans les mains. Et on me dit, vas-y, débrouille-toi. Et la première fois que je le fais, ça se passe bien. Donc je découvre un sport qui est aquatique. Donc encore une fois, je peux rester dans l'eau et je peux faire ce que je veux. Et en plus, avec des choses, des paramètres qui sont différents et que je connais pas. Donc, un peu ludique, tu peux jouer? Ouais. Comme quand tu étais petite? C'est ça. J'apprends en fait. J'apprends un autre truc. Au lieu de faire le tour de la natation et de plonger, nager, toucher le mur, j'apprends à bouger avec un mannequin, à faire des virages sous l'eau un peu bizarres. Là aussi, tu vas te constituer un palmarès? Un petit, ouais. J'essaye. Un petit palmarès, je t'écoute. J'ai une médaille aux World Games, c'est l'équivalent des Jeux pour les sports qui ne sont pas olympiques. On a un record du monde aussi.
Et j'ai pas compté, mais pas mal de médailles au championnat de France et à la Rescue, c'est une compétition internationale. Donc tu es au sommet. Oui. Et puis il y a un épisode qui va changer ta vie. Oui, je me prends une voiture. T'es où, t'es comment, t'es quoi? Je suis à vélo, je rentre du travail et je me fais percuter par une voiture. Et donc trauma crânien, commotion cérébrale, j'ai des déchirures de partout, enfin il n'y a rien qui va. Et c'était pile au moment où je m'étais dit que justement j'avais conscience de mes qualités et que l'environnement justement ça pouvait se maîtriser. Donc du coup je voulais essayer de me qualifier pour les Jeux de Paris. Et finalement je prends la voiture donc c'est plus possible quoi. Et donc là? Et là il faut trouver une solution, il faut sortir de son lit. Et j'ai plus de sport, j'ai plus rien et les médocs marchent pas. On essaie de me trouver des solutions, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, le seul truc qui me faisait du bien, c'était le froid, la glace là, sur la tête. Et je me dis que... Et la cryothérapie. Et je me dis que la cryothérapie peut être pas mal. Sauf que l'eau me manque. Donc attends, là, quand on te voit faire de la cryo, là, c'est pour te rétablir. Hein. Là, c'est encore l'étape d'après. Ouais. Ça, c'est encore une étape après. La cryo, c'était le premier truc pour aller mieux. Et puis finalement... Donc, t'aimes le contact avec cette eau froide? Alors non. Non. J'aime le contact avec l'eau. Sauf que le froid du bain, là, il m'aidait à me soigner. Ok. Et du coup, on m'a combiné un peu les deux. On m'a combiné un truc pas agréable, le froid, vraiment un truc que je déteste, avec un truc dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est l'eau. J'avais besoin d'être dans de l'eau, me sentir légère, de pouvoir avoir cette fluidité, cette sensation de cocon, enfin de choses vraiment plus cool que toutes les blessures et tout le... Donc c'était médical, hein, la raison. Ah ouais, non. Le début était médical, uniquement médical. Et là, tu vas rencontrer quelqu'un? Et là, non, il y a plusieurs choses. Il y a une autre chose avant, c'est que là, c'est compliqué. Et puis je me dis que je suis toute seule chez moi. Et je m'ennuie. Et je fais rien. Et j'ai besoin de voir des gens. Parce que je suis seule, en fait. Et on me parle des championnats de France de nage en eau glacée. On me dit que les championnats du monde sont en France, en plus. Mais je leur dis, moi, je m'en fous. Peut-être les championnats de France, je veux voir des gens. Sauf que moi, l'eau glacée, j'y connais rien. Et donc, du coup, là... Et que j'aime pas l'eau froide. Et je déteste le froid. Et je sais pas comment on s'entraîne. Parce que c'est un sport extrême quand même. Donc natation, c'est bon, le côté natation, je maîtrise. Mais le côté froid, comment on fait? Et donc j'appelle François Raoult, qui est cardiologue un cardiologue de l'INSEP, qui travaille avec la Maison du Hand et tout, et qui a aidé Arthur Guérin à faire son record du monde d'apnée sous glace. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, voilà, écoute, là je vais essayer de faire des championnats de France d'eau glacée. Je sais pas du tout comment on fait. Aide-moi, s'il te plaît. Et donc il rigole, il me dit rendez-vous à Paris, viens à la Maison du Hand et on va te faire des protocoles et on va faire en sorte que tu puisses t'entraîner pour le faire, en tout cas en souffrant le moins possible. Et donc je me retrouve avec la Maison du Hand, avec Marine d'ailleurs, à me faire plonger dans un bain à 8 degrés avec plein de choses branchées autour de moi et à essayer de comprendre niveau scientifique, parce que je suis très scientifique quand même, comment est-ce que je peux faire pour vaincre le froid. Et donc on découvre pas mal d'astuces qui sont assez cool, que je vais pouvoir mettre en place et qui vont m'aider du coup à faire les championnats de France. Où tu vas faire quoi? Je vais faire 2 records du monde, un record de France. J'adore. Alors comment on fait? Voilà. Non mais il y a quand même un énorme travail avant, donc il y a le côté... là j'avais 26 ans, ça fait 26 ans que je travaille, enfin que je nage. Oui, que je nage. Donc c'est pas rien, et le travail avec le froid, on a quand même fait un énorme travail... avec François et toute l'équipe, pour faire en sorte que je puisse être active sans subir, sans faire de malaise dans le froid. Donc je fais les championnats de France, et puis après on me dit, dans 3 semaines, tu as les championnats du monde, et c'est en France, au même endroit. Allez, viens, il y a du monde. Donc du coup, j'y vais, et je fais 3 records du monde, et depuis, je suis encore là. C'est incroyable. C'est... La fille qui y croit pas et qui y va et qui sait pas comment ça va faire, allez, bim, bam, boum, ça tombe de partout. Ah mais pour moi, c'était les championnats quand j'allais quand j'allais y aller, j'allais faire 25 mètres et j'allais sortir de l'eau. Je pleurais. Ma première épreuve, c'était le 100 nage libre. Et je pleurais avant. Je voulais pas y aller. C'était hors de question. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu et qui m'a rassurée, qui m'a dit, mais en fait, t'es dans un sport extrême. On n'est pas en natation. C'est pas le même sport du tout. Donc là, si tu te sens pas de descendre dans l'eau, tu descends pas. Enfin, il y a que toi qui décides. C'est une approche mentale. Ah ouais, on a besoin de prendre du recul sur nos capacités et sur notre connaissance de soi. On n'est pas influencé. En natation, c'est différent. En natation, s'il y a notre entraîneur qui nous demande de faire une certaine distance, on le fait. Mais en eau glacée, si on ne se sent pas, on ne descend pas dans l'eau. C'est un sport extrême, encore une fois. Donc, là, les images qu'on voit, c'est où? C'était à Samoin. C'était en France, c'était mes premiers championnats du monde. Donc, donc là, c'est un bassin de combien?
C'est en lac, un bassin de 25 mètres, et la température était à 3,8 degrés si je me souviens bien. On arrive à s'habituer à ça? Pas du tout. Jamais. Pas du tout, moi je ne m'habitue pas. Je m'habitue pas. En fait, on arrive à tolérer et à apprendre à se connaître et à connaître notre réaction et à accepter notre réaction. Donc c'est hyper mental. Il y a une énorme partie mentale, ouais. Mais évidemment, il y a la considération physique de tes 26 années de natation avant, ou 20 années, mais c'est le mental qui va faire que tu vas pouvoir capitaliser sur ton passé de nageuse et combiner les deux. Alors je sais pas comment j'arrive à faire, mais j'ai encore... il y a une grosse partie avec l'équipe, hein. L'équipe m'a quand même vraiment aidé à prendre conscience de certaines choses, et je sais aussi, mon point fort, c'est l'adaptation en fait. Et je sais que je suis capable de m'adapter. Donc, fallait que je me le prouve. Adapter quand tu comprends, quand tu sais. Adapter. Ou j'y vais, on verra. J'y vais, on verra. Et j'ai la chance. Après, ça, c'est un truc que j'ai travaillé encore une fois depuis que je suis petite. Donc, j'ai la chance d'avoir aussi les retombées de tout le travail que je fais depuis que je suis née. Et puis, avec l'éducation de mes parents aussi. Donc. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on nage comme ça dans une eau à 3 degrés? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on va se démembrer, que son cœur va s'arrêter que... C'est comme nager dans un bassin rempli de petits bouts de verre. Ça pique? Non, ça fait mal. C'est piquer. Chaque mouvement fait mal? En fait, descendre dans l'eau, ça brûle. On a l'impression vraiment de rentrer dans des mini bouts de verre. Et après, le mouvement en lui-même, il est difficile. Il est très lourd. énergivore. Ouais, on est très lourd, on est comme rouillé. Et plus le temps passe, plus on reste longtemps dans l'eau, plus c'est difficile. Au début, on sent plus nos mains. Enfin, c'est... Alors que dans une compétition normale de natation, c'est l'inverse, j'imagine, qui se produit avec le corps. Même s'il y a de la fatigue. Quand c'est en natation chaud, normal du coup, c'est musculairement. On fatigue musculairement. Quand c'est en eau glacée, on a le cœur déjà qui part niveau fréquence cardiaque, qui monte très très vite et très très haut. Et après, c'est surtout niveau articulaire. En fait, on commence à se figer. C'est assez. Pour les nageurs, ceux qui peuvent comprendre, ceux qui font du 200 dos. Par exemple, donc l'énorme boîte qu'on prend les 10 derniers mètres au 200 dos où on n'arrive plus physiquement à bouger, cette sensation-là, on l'a quand on fait 100 mètres au bout de 30 mètres. Et après, il faut tenir. Comment on lutte? On fait avec les moyens du bord. On arrive à tricher un peu avec son cerveau. Donc le cerveau nous envoie une info comme quoi on n'arrive pas à bouger, et puis on voit les bras passer au-dessus de notre tête. Donc finalement, c'est qu'on y arrive. Donc qui décide? C'est moi qui décide. Mais toi et ton cerveau, ou c'est toi qui décides pour ton cerveau? Ah non, c'est moi qui choisis. Et le cerveau, il a intérêt à suivre. Après, il y a encore il y a un truc, c'est on fait la différence entre l'effort qu'on fournit et le côté danger. Je suis capable de dire si à un moment donné, ça fait trop longtemps que je suis dans l'eau, il faut que je sorte de l'eau. C'est quoi là? Qu'est-ce qui te dit là, il faut arrêter? Quand on commence à avoir chaud déjà, c'est qu'on est en hypothermie. Donc ça, tu le sais, on te l'a appris. Ouais. Si t'as chaud... Ça, c'est grâce à François. Ouais. Donc c'est tous ces protocoles. Donc ça, Mais ça t'arrive? Ça m'est arrivé en entraînement, ouais. En entraînement, j'avais un peu... j'étais bien, j'étais à l'aise pour une fois, et du coup, je voulais en profiter. Et j'étais restée plus longtemps que prévu, et j'étais avec des gens autour. Donc du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je crains rien, sauf que j'ai commencé à avoir chaud. C'était pas une bonne idée. Parce qu'après, le réchauffement était compliqué. Mais on apprend. Passons aux mondiaux, où tu viens quasiment de descendre de l'avion. Ouais, presque. Ouais. Encore 4 nouveaux titres. Ouais. On a quelques images. Raconte-nous cette compète. Comment tu t'y étais préparé, mieux, différemment Je ne savais pas déjà si j'y allais à cette compète. Déjà, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Les premiers championnats du monde, l'objectif c'était de sortir du lit et de voir des gens. Ouais. Après, il y a eu les championnats d'Europe en 2024. Pareil, j'étais dans une période pas très glorieuse, et je me disais il me faut un objectif, il faut sortir de mon lit, et les championnats d'Europe étaient pile à ce moment-là, donc c'était parfait. Les championnats du monde, à Noël-Véno, tout allait bien, j'ai pas de problème. Donc en fait, pour sortir du lit, j'avais pas besoin de motivation ni d'aller faire du froid et faire autre chose. Et là, j'y suis quand même allée. J'avais la pression aussi c'est moi qui étais championne du monde en titre sur plusieurs épreuves, donc j'avais la pression. Une pression que j'avais pas avant. Avant, j'étais inconnue dans le milieu. Si je gagnais, tant mieux. Si je gagnais pas, on s'en foutait. Là, maintenant, les gens attendent un peu des résultats. Et t'avais pas envie pour toi de te prouver que c'était pas un accident? Et justement, la chose qui a fait que j'y suis allée, c'est grâce à François. C'est François qui... Encore? Ouais, encore une fois.
il m'a rappelé que j'avais plus rien à prouver, en fait. J'ai plus rien à prouver à personne, mais c'est juste à moi. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. T'avais 3 titres à défendre. J'avais 3 titres, ouais, mais le 100 nage libre, je l'ai pas nagé. Donc j'avais techniquement 2 titres à défendre. Et finalement, j'en ai ramené 4. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils disent les concurrents de toi? Vous parlez? C'est quoi les nationalités? Il y a une Allemande qui est très forte. Là, je parle des filles. Hein. Oui, oui. Il y a les Allemandes très fortes. Il y a une Américaine aussi c'est pas mal. Il y a des Polonais. Enfin, il y a un peu tous les pays. Ça dépend. Mais chez les filles, c'est surtout une Allemande, Alissa, et une Américaine et les filles de Nouvelle-Zélande qui commencent à arriver. Ouais, on parle entre nous. Quand j'essaie de me débrouiller avec mon anglais, mais mais oui, si on parle entre nous. Elle te regarde comment, tu penses? Je suis un peu bizarre, moi, par rapport à elle. Non, bah oui, toi, ouais, je te confirme, t'es quelqu'un de bizarre. Non, Quoi. mais dans le milieu, je suis un peu space parce que, en fait, les nageurs, quand ils font de l'eau glacée, ils descendent en ayant la température corporelle la plus haute pour éviter l'hypothermie. Moi, je me refroidis. Ça, c'est grâce au protocole avec François. On a découvert que si je me refroidissais ma température cutanée, hein, pas en interne, oui. Je me sentais plus à l'aise et je souffrais moins du froid. Sauf que porter une veste avec des glaces de froid dedans avant qu'on aille dans une eau à 1 degré, c'est pas... Enfin, c'est un peu contradictoire. En gros, tu veux pas qu'il y ait un choc d'amplitude thermique. C'est ça. Je diminue ma température pour éviter d'avoir un choc. Pour ça que toi, on te voit en peignoir et les autres en doudoune. Quoi, exactement. Avant d'aller dans l'eau. Et elles te prennent pour... Une folle. Complètement. Ça me va bien tant que je gagne. Moi, ça me va parce qu'en fait, il y a le côté gagné et puis il y a le côté sécuritaire et le côté agréable. En fait, je souffre moins. Alors agréable non, mais moins pire. C'est presque agréable parce que du coup, quand je descends dans l'eau, j'entends toutes les filles suffoquer au début. Moi, j'ai pas cette sensation-là en fait. Donc j'ai un peu le côté aussi psychologique où je me dis. Est-ce que tu démarres mieux qu'elle du coup? Alors mon départ est encore à travailler, mais oui, je démarre. Enfin, j'arrive à relancer plus vite. Je suis moins tétanisée dès le début et je suis très concentrée, surtout dès le début. Est-ce qu'on parle de 2030 pour les Jeux? Les Jeux d'hiver, ils vont essayer de faire en France. Ouais, ils vont essayer de faire ça, mettre ça en France aux Jeux d'hiver. Donc, on va voir. Hein, c'est en cours. C'est dans 5 ans. Faut quand même s'entraîner, hein, faire du froid. Oui, j'espère qu'il faut s'entraîner. Si c'est trop facile, ça va pas. T'as tué le game. Hein. Non, mais là, c'est quand même un sport un peu spécial parce que vraiment, il y a l'entraînement en natation et l'entraînement en froid. C'est quand même, on a 2 types. C'est un peu comme du triathlon, mais il y a 3 sports. Mais... Où est-ce que tu peux t'entraîner d'ailleurs? Il n'y a pas 50 endroits. Je m'entraîne dans le bain de froid de mon kiné, sinon dans les lacs, les rivières, ou sinon la mer aussi, on descend la température de la mer. Bon, elle descend à 14, donc après c'est trop chaud. Attends, comment ça on descend la température de la mer? La mer, au début, en été, elle est à 22, et après elle descend. Donc nous, ça nous permet d'avoir un palier plus doux, en tout cas, d'entraînement en froid, pas de passer de 22 à 14 direct. D'accord. Donc tu suis les variations de température de la mer. C'est ça. Et quand tu me dis dans le bain chez mon kiné, dans le bain, oui, il y a du froid, mais enfin, si tu fais des longueurs dans sa baignoire, tu vas pas aller loin. Et non, elle est à 8 degrés, donc là, je fais vraiment que de la tolérance au froid pur. Et après, sinon, côté natation, entraînement, on va en lac, en rivière, on essaie d'aller chercher dans les montagnes ou des choses comme ça. Il y a des petites compètes de temps en temps qui sont pas mal. J'ai vu en préparant cette émission, tu nous as dit, il y a eu ce reportage dans Stade 2, et tu m'as dit, j'ai eu une avalanche de sollicitations, de messages, de choses comme ça, et j'y étais pas prête. Ouais, non. C'est quoi ça? Parce que moi, j'aurais envie de te dire, waouh, c'est génial. Mais toi, tu me dis? C'est compliqué. En fait, tu passes de 3 messages à 750 messages dans la journée, en 3 heures. Et c'est compliqué à gérer parce que c'est vraiment génial et j'ai vraiment que des messages positifs. Et les messages qui ne sont pas très agréables, ils se font calmer directement par tout le monde. Et ça, je pense que je suis une des rares sportives à avoir cette chance-là. Sauf que je veux répondre aux gens. Je me fous un peu cette pression-là. Ils prennent le temps de m'envoyer un message, donc je veux leur répondre. Et sauf que quand il y a 750 messages, répondre à chaque personne, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et sauf qu'après les championnats du monde, j'ai pas forcément le temps ni l'énergie. Et donc je prends du temps sur ça. Ça me prend du temps, je prends du retard aussi sur les réponses. Et donc du coup, moi, ça m'énerve. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et... Je reviens sur Paris 2030. Pas Paris, les Jeux de 2030 en France. Ouais. C'est quoi l'espoir? Que ça y soit. Oui, mais c'est quoi les étapes? Là, il faut déjà que la Fédé, elle en parle à l'organisateur, au pays organisateur. C'est pas déjà fait?
Enfin, le pays organisateur, c'est nous. Bah ouais, je sais, mais normalement, si, ça devrait être fait, je pense. Après, je suis pas dans les côtés Sacré des administratifs. Ouais, non, je suis ce qui est fait. J'écoute. S'il y a l'opportunité, je pourrais essayer de venir. Si on me demande aussi d'aider à faire en sorte que ça soit amené en France, parce que si je peux aider, bah je le ferai. Déjà, on ne sait pas qui va diriger le COJO et toute la structure. Ouais, c'est compliqué, mais en France, on a quand même, c'est la Fédé de natation qui gère le côté eau glacée, parce qu'en fait, on est rattaché à l'eau libre. Donc du coup, c'est la Fédé de nat. Et s'ils ont besoin, ils savent, ils me connaissent. S'il y a besoin d'un truc. Aujourd'hui, tu fais plein de choses, tu culmines, tu es encore championne du monde. Tu viens de nous le montrer. Tu fais plein de choses, tu fais des raids, tu fais des treks, tu fais des. Et au niveau. Je ne suis pas en train de sous-estimer ce que je viens de dire, ou sous-évaluer. Au niveau psy, tes diplômes, tout ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je suis préparatrice mentale, conférencière. Et en plus, je suis entraîneur, donc je forme en secourisme. Et je suis formatrice en sauvetage sportif, enfin en sauvetage et en secourisme. C'est un peu, je fais 15 000 trucs. Tout ça te permet d'avoir un équilibre. Ouais. On voit bien que tu es multitask, sinon on s'emmerde. Ouais, j'ai besoin. Après, tout est un peu lié, parce que du coup, je travaille avec la performance des gens. En secourisme et en sauvetage, j'aide les gens à performer, donc soit dans la réussite de soins, soit dans la réussite aquatique. Entraînement pareil, préparation mentale pareil, j'accompagne les gens pour qu'ils performent, pas que les sportifs, je travaille aussi avec des personnes en entreprise, avec du coup des problématiques différentes, mais c'est ma ligne de travail et de conduite, c'est ça, c'est aider les gens à performer avec les moyens du bord, avec l'état dans lequel ils sont. Parfois c'est juste se lever le matin et quand tu es en dépression et aller se laver les dents, quoi. Ou parfois c'est traverser la Manche, donc je jongle avec tout ça. Ludivine, tu restes avec nous, on va parler d'une autre pionnière, parce que t'en es une quand même, quand on voit tout ce que tu fais. Je ne sais pas si demain tu vas faire un CV, comment tu arrives à résumer tout ça. On en parle avec Au Féminin, tout de suite. Des championnes, encore des championnes. Bonjour ma chère Julie. Bonjour Alexandre et enchantée Ludivine, je suis ravie. Nous allons rester dans l'eau parce que vraiment on s'est régalé jusque-là. Bah oui, et je vous parlais d'une autre sirène des glaces qui nous vient tout droit du Chili. Je pense que son nom ne t'est peut-être pas inconnu. C'est Barbara Hernandez. Tu connais ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, Barbara, elle est âgée de 40 ans et elle ne se contente pas d'être vraiment une championne dans sa discipline qui est aussi l'eau glacée. Elle pulvérise des records, on va en parler, mais elle marque aussi les esprits en fait, à bien des égards parce qu'elle fait un gros travail de sensibilisation à l'environnement. Donc, parmi ses derniers exploits, pour commencer, en février 2023, Barbara elle a réalisé l'impensable. Elle a nagé près de 2,5 km dans les eaux glaciales de l'Antarctique, vêtue donc seulement d'un maillot et de son bonnet et de ses petites lunettes. Température de l'eau ? Donc on y vient, ouais. Donc ça a duré 45 minutes 30 secondes et elle a affronté une eau à 2 degrés Celsius. 45 minutes à 2 degrés, t'es morte ? Ah bah moi je tiens pas, impossible. Rappelle-nous, toi, combien de temps tu peux rester dans une eau comme ça en moyenne ? En nageant, évidemment. Pendant les championnats, en général, entre le moment où on descend, je nage, je sors, je reste 2 à 3 minutes dans une eau à 1 degré, mais 45 minutes... Ça rend le truc stratosphérique. C'est vraiment une performance de dingue. D'ailleurs, elle a déclaré ressentir parfois son cœur comme gelé. Donc voilà, tu en parlais tout à l'heure des bouts de verre, mais c'est vraiment ça. Là, on est sur du mental d'acier. Et donc cette prouesse, c'est une première mondiale. Et elle va donc bientôt figurer dans le Guinness des records puisqu'elle a été validée par l'International Winter Swimming Association. Mais c'était pas son premier record. Là, c'était incroyable, mais elle en a fait d'autres. En février 2022, on revient là, elle est notamment devenue la première personne à nager 5550 mètres autour du Cap Horn. Donc elle a relié l'océan Pacifique à l'Atlantique. En maillot de bain toujours. Toujours la même histoire. Donc à cette occasion, elle bat le record de vitesse pour un mile nautique. On est à 15 minutes 3 secondes. C'est un kilomètre et demi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Donc, des exploits, là aussi, qui vaut une place dans le Guinness Book des records. Bon. Et donc, à l'occasion des derniers mondiaux dont tu reviens, elle a marqué l'histoire en devenant la première latino-américaine à être intronisée au Ice Swimming Hall of Fame, donc la plus haute distinction en fait de la discipline. C'est vraiment une reconnaissance internationale pour tout son parcours qui salue son engagement aussi envers la société, puisque donc, comme je le disais, au-delà de ses performances sportives, Barbara, elle utilise sa notoriété pour attirer l'attention sur la fragilité des écosystèmes marins, en particulier en Antarctique où elle est très impliquée, et elle souhaite justement que tous ces exploits ils mettent en lumière un peu l'urgence de la situation pour protéger ces eaux précieuses.
essentiel à cet équilibre pour notre planète. Donc voilà, la prochaine fois que vous frissonnerez en entrant dans une piscine un peu fraîche, je pense qu'on pourra penser à Barbara et Ludivine qui se gèlent dans des eaux à 2 degrés et qui donc prouvent encore une fois le courage et la détermination qui sont vraiment une belle source d'inspiration pour nous tous. Elle est considérée comment, cette championne ? C'est la sirène des glaces. C'est la référence. Niveau haut dépassement. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant ce qu'elle fait. C'est respectable, et en plus, elle est très gentille. Et ça rajoute vraiment de la valeur à toutes ces performances qu'elle fait. Donc, et c'est des performances hommes comme femmes. En plus, vraiment, elle dépasse là un peu la question de genre. C'est dingue, quoi, tout ce qu'elle peut faire. La photo de la semaine, pour terminer. Oui, et donc c'est évidemment l'arrivée tant attendue de la jeune Violette d'Orange, qui donc boucle à 23 ans son premier Vendée Globe en moins de 91 jours. Et en fait, en partageant ce parcours tout au long de l'aventure sur les réseaux, elle a su vraiment emballer les fans qui étaient présents en nombre à l'arrivée au Sables d'Olonne. Et elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle voulait préparer une 2e édition. Plus de 600 000 followers sur Instagram et je crois plus d'1 million au total via les différents réseaux sociaux où elle a joué et partagé son quotidien. On rappelle quand même qu'un tour du monde sur un bateau, c'est aussi un truc de dingue. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Merci infiniment, Ludivine. Les prochaines échéances ? Très bonne question. La natation course en eau chaude, déjà, ça serait très bien. Donc les championnats, j'aurai les championnats en juin. Je sais pas où c'est, d'ailleurs, il faut que je regarde. Mais on n'arrête pas, quoi. Non, jamais. Merci infiniment. Merci d'être venu nous voir et de partager cette expérience de vie assez unique et assez passionnante. Merci à vous tous pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous très bientôt, évidemment. Au revoir, merci. Au revoir.